Abna les otaku, aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo de One Piece History. Donc aujourd'hui on va parler de Roronoa Zoro, le second de l'équipage du chapeau de paille. Roronoa Zoro est un pirate et c'est un ex-chasseur de pirates et c'est l'un des protagonistes de One Piece. C'est un épéiste et son ambition est de devenir le meilleur sabreur au monde. Son but est aussi de surpasser celui qui est le meilleur pour l'instant, c'est Mihawk, donc son but est de surpasser Mihawk. Il fait partie des 11 supernovas, ça prime en ce moment 320 millions de berries et on le considère comme le bras droit ou le vice-capitaine de l'équipage du chapeau de paille. C'est le deuxième à avoir rejoint cet équipage. Roronoa Zoro est apparu vraiment au début du manga. À cette époque-là, Oda était vraiment dans ses débuts et il s'est inspiré d'un pirate célèbre pour le créer qui s'appelle François Loloné. François Loloné, aussi dit Lolonoa ou Lolona, est considéré comme l'un des plus cruels pirates des Caraïbes et de son époque. Son vrai nom reste un mystère, certains l'ont désigné comme Jean-David No, mais en fait ce prénom serait, d'après le dictionnaire des corsaires et des pirates publié en 2013, au pire une invention ou au mieux une confusion. Donc on sait pas trop son vrai nom, mais ce qu'on sait de lui c'est qu'il est d'origine française, né au Sable d'Olonne, d'où son surnom Loloné, certainement François de France peut-être, mais d'Olonne c'est sûr Loloné. Il est né vers 1630 et a commis ses principaux actes de piraterie en compagnie de Michel le Basque. On va le replacer dans un contexte historique. Donc à la suite de la conquête de l'Amérique centrale et de l'Amérique du Sud, l'Espagne importe le produit de mines d'or et d'argent dans son nouvel empire. Ces richesses transitent d'Amérique vers l'Espagne par la flotte d'argent, ce qui est une aubaine extraordinaire pour les pirates qui se développent alors dans les mers des Caraïbes. Et donc des pirates ont été poussés par des motivations extrêmement fortes comme Daniel Mombard, l'exterminateur, ou Bartholoméo le Portugais. Mais l'un de ces capitaines flibustiers était donc ce fameux François Loloné, qui était plus connu en étant boucanier. Il est arrivé dans sa jeunesse aux Caraïbes, donc il avait dû subir les 3 années d'engagement avant d'être admis dans la société de boucanier. Les années qu'il connaît alors dans la forêt, avec le danger permanent d'être fait prisonnier par les anciens Espagnols et d'être brûlé vivant, font naître en lui une haine sans limite contre les Espagnols. Ce qui, par la suite, il deviendra complètement fou et sera un vrai sadique. Après plusieurs années de chasse, il est devenu boucanier et il a pris la mer comme flibustier, puis il est devenu pirate. Lolonoa a fait la preuve de son courage et de sa décision, si bien que le jour où son capitaine tombe au combat, et ben ce capitaine, après ils l'ont élu capitaine lui-même. Donc il est devenu capitaine après la mort de son capitaine. Ça prouve vraiment qu'il était courageux et tout. Donc à cette époque-là, il avait fait plusieurs prises, mais malheureusement il perd son navire dans une violente tempête. Mais toutefois, sa réputation de capitaine lui permet, avec le soutien de Frédéric Deschamps de la Place, le gouverneur français de l'île de la Tortue qui était une île à l'époque des pirates entre autres. C'était vraiment là que tous les pirates se réunissaient. Et ben, grâce à son soutien, il a pu armer rapidement une nouvelle unité. Lolonoa commence à acquérir une telle réputation de cruauté vis-à-vis de ses prisonniers que tous les navires espagnols et toutes les villes combattent contre lui jusqu'au dernier homme. Après plusieurs bonnes prises, il fait naufrage non loin de Campeche au Mexique. Lorsque les Espagnols le débusquent, ils abattent tout l'équipage. Et donc Lolonoa, pour échapper à la mort, il se barbouille de sang et se cache sous les cadavres, un peu comme l'eau a fait pour sortir de Flévence. Et dès le départ, et quand les Espagnols s'en vont, il les revêt l'uniforme d'un Espagnol, il gagne Campeche et il convainc quelques esclaves avec lesquels il s'empare d'un canot et revient à la rame à la tortue. De nouveau, Lolonoa parvient, avec l'aide du gouverneur, à armer un autre navire. Et les Espagnols, ils fêtent leur victoire tranquille. En attendant, ils se sont dit ouais, on a tué Loloné, ils sont contents. Et parce qu'ils le craignaient de ouf. Et lui, en attendant, Lolonoa, il est tranquille et il prépare son navire, son 3e galion devant la Havane. Donc c'est avec Michel le Basque, vous savez, le gars avec qui il faisait équipe au début, et pendant longtemps il a fait équipe avec lui, et un autre chef flibustier que Lolonoa entreprend en 1666 la première grande expédition de flibustiers contre le continent sud-américain. Et donc ces deux gars, ils réunissent pour cette campagne 8 voiliers et un corps de débarquement de 650 hommes sous leurs ordres, sur le chemin de Maracaibo, aujourd'hui au Venezuela. Et donc, objectif de leur raid, ils s'emparent de quelques bonnes prises, dont un grand voilier espagnol chargé de cacao et de 300 000 thalers. Les thalers qui sont des anciennes pièces de monnaie et en argent, qui sont apparues au milieu du 15e siècle et qui circulent en Europe pendant près de 400 ans. Maracaibo, situé à l'extrémité du lac du même nom, est relié à la mer par un étroit chenal défendu par le fort de San Carlos. Loloné et le Basque débarquent leurs troupes hors de portée des canons du fort et prennent l'assaut. Puis ils font route dans le chenal et attaquent la ville. Ils comptent alors 4000 habitants, qui se défendent âprement. Alors qu'ils sont encore occupés à piller, les flibustiers apprennent qu'un détachement espagnol a été envoyé en renfort. Lolonoa marche à la rencontre de cette troupe avec un groupe de 380 hommes et le met en pièces non loin de la petite ville de Gibraltar. Donc les Espagnols perdent 500 hommes, tandis que les flibustiers ne comptent que 40 morts et 30 blessés. Lolonoa y passe 6 semaines dans la ville de Gibraltar, qui met à sac, réunissant un riche butin. Mais une épidémie se déclare dans les rangs des pirates, il incendie alors la ville et revient vers Maracaibo, qui pille à nouveau, parce que cette fois radicalement quoi. Le butin qu'il récolte est vraiment énorme. Après la prise de la ville vénézuélienne, Loloné envisage de dévaster, de piller un pays tout entier, le Nicaragua espagnol.
Fort de son succès à Maracaibo, il rassemble 6 navires et 700 flibustiers. Le premier objectif de la campagne est le Cap Gracia à Dio, aujourd'hui c'est l'Honduras. Mais sa flotte est prise par la tempête et le courant pousse les flibustiers dans le golfe du Honduras. Ils décident de nettoyer les côtes du golfe, c'est-à-dire de les piller jusqu'à que les conditions météorologiques leur permettent de poursuivre leur expédition. Leurs victimes sont de petites agglomérations de pêcheurs de tortues, généralement des Indiens. Les flibustiers détruisent leurs cabanes et volent leurs embarcations, sapant ainsi la base de l'existence de ces Indiens. Leur butin est maigre, mais la haine qu'ils éveillent est puissante. Pourquoi on l'appelle l'Olonois le Cruel? Leur première proie de quelque importance est le voilier espagnol armé de 20 canons à Puerto Cabello. L'Olonois se décide à marcher vers l'intérieur des terres, il force des prisonniers à lui servir de guide vers la ville de San Pedro. La progression est difficile pour les flibustiers, non seulement à cause des obstacles naturels, mais aussi du fait des attaques incessantes des Espagnols qui ont été informés du projet de l'Olonois. Au cours de cette marche, rapporte Alexandre Olivier, ex-Quémélin, l'Olonois exerce contre les prisonniers espagnols la cruauté qui lui est usuelle. Donc, l'Olonois avait pour l'habitude de tailler en pièces et d'arracher la langue aux personnes qui n'avaient rien sous la torture, et s'il avait pu, il aurait aimé procéder de la même avec tous les Espagnols. Souvent, il arrivait que quelques-uns de ces malheureux prisonniers sous la torture promettent de montrer un endroit où se cachaient leurs compatriotes avec leurs richesses. S'ils ne se trouvaient pas à cet endroit, ils mouraient d'une mort plus cruelle que leurs camarades. Et ex-Quémélin affirme même dans son livre que l'Olonois ouvrit un jour la poitrine d'un Espagnol d'un coup de sabre et lui arracha le cœur encore palpitant. Ex-Quémélin, qui était chirurgien des frères Lacote au XVIIe siècle, rapporte aussi l'anecdote suivante. À la tête d'une vingtaine d'hommes, il vint mouiller devant Cuba où il s'empare d'un vaisseau espagnol qui devait lui livrer la chasse. Il apprend qu'à son bord se trouvait un bourreau spécialement engagé par le gouverneur pour le faire prendre ainsi que tous ses hommes. L'Olonois, à ces mots de bourreau et de pendre, devint tout furieux. Il fit l'écoutille par laquelle il commanda aux Espagnols de monter un à un, et à mesure qu'ils montaient, il leur coupait la tête avec son sabre. Il fit ce carnage seul et jusqu'au dernier. Sa cruauté est également décrite dans l'ouvrage de la Coupe d'or de John Steinbeck, auteur dont la passion de l'histoire de la navigation reste encore méconnue en France. En effet, celui-ci, énumérant les nombreux pirates ayant marqué l'histoire de la mer, et vint parler de François l'Olonnais. Il arrachait la langue de ses prisonniers et les découpait en morceaux à coups de sabre. Les Espagnols auraient préféré rencontrer le diable sous n'importe quelle forme plutôt que se trouver en présence de l'Olonnais. Le seul bruit de son nom dépeuplait les visages et l'on affirmait que les souris se sauvaient dans la jungle à son approche. Un jour, où il avait particulièrement soif de sang, il ordonna de disposer sur un rang 87 prisonniers, pieds et poings liés, puis il se promena le long de la file tenant une pierre aiguisée d'une main et un long sabre de l'autre, et coupa 87 têtes. Mais l'Olonnais ne se contentait pas de tuer les Espagnols. Il s'enfuit dans le doux pays de Yucanta, où les gens vivaient dans des cités en ruine, où les vierges marchaient couronnées de fleurs. C'était un peuple paisible qui s'éteignait de façon inexplicable. Quand l'Olonnais se retira, la ville n'était plus qu'un amas de pierres et de cendres et les couronnes avaient disparu à jamais. Après une forte résistance des soldats espagnols, San Pedro, qui est l'actuel Honduras, tombe entre les mains des flibustiers. Mais la plupart des habitants se sont déjà enfuis et ils ont eu le temps de mettre leurs biens en sécurité. Sans grand butin, l'Olonois fait mettre le feu à la ville et revient à la côte, fortement affaibli. Bien que l'insatisfaction soit grande chez les flibustiers après cette longue période sans succès et de très coûteuse en vie humaine, l'Olonois, en faisant miroiter l'esprit d'une riche prise, parvient encore à conserver en main ses hommes. Un peu comme Shanks quand il a manipulé Baggy en lui faisant croire qu'il y avait un trésor à gagner. Lorsque le navire espagnol attendu arrive enfin, après 3 mois, il s'avère que c'est un adversaire difficile, avec 41 bouches à feu et 130 hommes, mais les flibustiers veulent leur butin et attaquent, téméraires. Tandis que les grands bâtiments prennent l'Espagnol sous le feu, les flibustiers s'approchent de l'autre bord, répartis en 4 canaux, et les prennent. Ils n'y trouvent ni or ni argent, les navires espagnols est chargé de papier et d'acier. Cette nouvelle déception est si forte que les flibustiers en perdent leur cohésion. Une partie de la troupe repart à la Tortue sous la commande d'un nouveau capitaine élu, Vauquelin. Une seconde partie sous les ordres de Pierre le Picard poursuit sa quête de butin indépendamment, d'ailleurs avec peu de succès. L'Olonois reste avec 300 hommes dans le golfe du Honduras et attend des prises qui ne viennent pas. La chance a quitté le capitaine si heureux jusqu'ici. Et donc, comment est-il mort? Il échoue son navire sur un banc de sable, l'équipage est affamé. Malgré tous les efforts, on enlève des canons et tout pour que le navire y reparte, mais le navire ne se remet pas à flot. Pendant 6 mois, l'Olonois doit se défendre contre les attaques incessantes des Indiens, puis avec 150 hommes seulement, il atteint, à bord des barques à fond plat qu'il a construit, l'embouchure du Rio San Juan, qui mène au lac Nicaragua. Mais les Indiens et les Espagnols le repoussent. Il continue à la voile le long des côtes du golfe de Darien. Descendu à terre pour trouver des vivres et de l'eau douce, il est fait prisonnier par les Indiens libres. Les Espagnols l'appellent aussi Indios Bravos. Il s'agissait certainement de cannibales, puisque le récit d'Ex-Quémélin se termine par ces mots. Ils le hachèrent par le quartier et le firent rôtir et le mangèrent. Donc François l'Olonnais est aussi appelé François l'Olonois.
Et on sait que les R en japonais ça se prononce aussi R. Donc Zoro Roronoa, bah, ça vient de Lolonoa qui se prononce Roronoa en japonais. Roronoa qui tranche tout, bah, François Loloné il était pareil, il tranchait tout. Donc là on remarque une similitude. Et d'ailleurs Zoro est présenté au début du manga comme un personnage sanguinaire, un véritable démon. Et maintenant on passe à la théorie. Mais pour Zoro c'est un peu spécial car lui c'est un personnage qui a été créé vraiment au début du manga. Donc Oda n'avait pas réellement pensé que son manga allait aussi bien marcher, qu'il n'avait pas vraiment prévu de suite pour son manga, parce que même au début Zoro c'était un garde du corps de Luffy. C'est parce que les lecteurs ont trouvé Zoro cool et qu'ils voulaient qu'il ait plus d'importance qu'il est devenu son bras droit, mais à la base Oda il n'avait pas du tout prévu ça. Donc c'est un peu un cas spécial Zoro. Donc lui il n'aura pas vraiment de théorie par rapport à lui. Donc, je pourrais juste préciser que entre lui et François Lolonoa, il y a des caractéristiques qu'ils aiment tous les deux trancher, qu'ils ont tous les deux l'art du sabre. Mais sinon, par rapport à une théorie future, avec Lolonoa, c'est compliqué. Parce que je vois mal Zoro finir ses jours mangé par des cannibales. Ou même François Lolonoa devenu capitaine après que son capitaine soit mort. Mais je vois mal aussi Zoro devenir capitaine après la mort de Luffy. Donc lui, c'est vraiment un cas à part. Pour les prochaines vidéos, il y aura des théories après. Mais pour cette vidéo-là, comme c'est un cas un peu à part, comme il est... Lui, il n'a pas été vraiment prévu pour une suite avec l'inspiration de François Lolonoa. Car François Lolonoa, il avait juste mis son nom à Zoro parce que c'était le pirate le plus cruel, mais il n'avait pas vraiment fait de lien par rapport à l'histoire, donc c'est un peu spécial. Donc lui, il n'y a pas vraiment de théorie. Mais pour vous consoler, vous pouvez aller voir des anecdotes sur Zoro, que voilà, je vous mets le lien ici, pour ceux qui sont sur ordinateur, et je vous mets un lien en haut pour ceux qui ne sont pas sur ordinateur, parce qu'il n'y a pas de jaloux, tout le monde est content. Et j'espère que ça vous aura plu. Si ça vous a plu, n'hésitez pas à aimer, à me dire en commentaire, vous, des anecdotes que vous connaissez sur Zoro, des histoires que vous connaissez sur François Lolonoa et des liens que vous pourrez trouver vous entre Zoro et François Lolonoa. Et abonnez-vous. Ciao.